Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents. Campagne très particulière et de plus en plus particulière à mesure que le confinement s'étend. Mais volonté pour nous, toujours de maintenir les échanges et peut-être encore davantage. Nous avons pris l'habitude de nous retrouver tous les 10 jours dans le cadre de webinaires autour de thèmes qui nous paraissent, à Delphine Jaffard et à moi-même, particulièrement cruciaux pour notre profession. Le 6 octobre, nous nous étions retrouvés autour du thème de l'avocat et de l'entreprise. Le 16 octobre, le thème de la diversité de notre barreau avec notre confrère Camille Aéry. Le 26 octobre, sur le barreau de Paris et le monde avec Mamadou Konaté, ancien garde des Sceaux du Mali, et Jerry Rhodes, président de l'UIA. Et puis notre prochain et dernier webinaire, ce sera sur la démocratie ordinale le 16 novembre avec l'ancien vice-bâtonnier Jean-Yves Le Borgne. Aujourd'hui, notre sujet, c'est la carrière de l'avocat, devenir avocat et le rester, avec comme invité Paul Linière, vice-recteur de l'Institut catholique de Paris, et Thomas Chara et Marie-Hélène Fabiani, candidats de l'UJA au Conseil de l'Ordre. Petite précision technique, vous pouvez nous poser des questions, il y a un chat pour cela, et vous pouvez également, si vous le souhaitez, demander à prendre la parole, à faire une intervention, et nous essaierons de vous donner cette parole. Merci. Alors, Alexis Berle et moi-même, Delphine Jaffard, sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour ce 4e webinaire. Nous avons à l'image, donc Alexis et moi-même, Paul Linière qui termine de régler des problèmes de son. Et nous n'avons pas à l'image Thomas Charat, mais nous avons le son. Et s'agissant de Marie-Hélène Fabiani, j'espère qu'elle pourra nous rejoindre. Alors, avant de vous présenter les invités, puisqu'on parle de carrière, je voudrais m'excuser auprès de ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas si vous exercez en droit des affaires, en droit pénal, en droit de la famille, en droit commercial. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, autour de la table de ce webinaire, ce sont les publicistes qui sont en force. Moi-même de formation droit public, Thomas Chara que je présenterai et bien évidemment Paul Linière. Alors, je ne voudrais pas révéler un des plus grands secrets du barreau de Paris, mais il semblerait quand même qu'une des meilleures carrières, ce soit celle en droit public. Voilà, je vous le dis, nous pourrons repartager sur ce sujet. Alors, pour vous présenter nos invités, notre premier invité, c'est Paul Linière, que Alexis et moi-même nous remercions infiniment de nous faire l'amitié de partager ce webinaire avec nous. Paul Linière, tu as été avocat pendant 25 ans, dont 16 ans au sein de la firme Linkletters, que tu as quitté il y a 1 an pour devenir vice-recteur de l'Institut catholique de Paris. Nous sommes très impatients de pouvoir t'écouter sur ce choix qui a été le tien, de pouvoir quitter la profession pour rejoindre une nouvelle aventure professionnelle, mais également pour t'écouter sur ce qu'a été ton parcours d'avocat, en sachant que tu as eu une expérience avant de partir en tant que vice-recteur de l'Institut catholique de Paris à la Banque mondiale, et donc tu as fait des allers-retours dans la profession et les institutions extérieures. Pour échanger avec Paul Linière et avec Alexis et moi-même sur ce sujet, nous avons souhaité inviter d'autres candidats au Conseil de l'Ordre, comme nous avons pu le faire lors de précédents webinaires. Et il nous semblait logique, évident, de devoir inviter les représentants du syndicat qui se préoccupe énormément du sujet, en particulier des collaborateurs, à savoir l'Union des jeunes avocats, et ces 2 candidats au Conseil de l'Ordre, que sont Thomas Chara et Marie-Hélène Fabiani. Alors, nous vous remercions beaucoup tous les deux. Je ne sais pas si Marie-Hélène a pu nous rejoindre, de pouvoir partager sur ces thématiques avec nous. Alors, l'idée du webinaire aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger sur la carrière d'avocat, sur ses étapes, ses ruptures. C'est un sujet que nous avons un petit peu abordé pour ceux qui nous ont suivis sur le webinaire que nous avons consacré à la diversité avec Camille Aéry et Lila Louise Maréchaux, la fondatrice de Fleurs d'Avocat, lorsque nous avons abordé les différentes formes de parcours qui pouvaient exister au sein de notre profession. La profession, elle est diverse, elle est plurielle, et nos carrières, elles le sont sans doute de moins en moins linéaires, de moins en moins univoques. De plus en plus, être avocat, c'est un temps dans une carrière, un début,
un milieu, une fin, avec parfois des allers-retours. C'est plus forcément une ligne droite de l'université à la retraite, voire jusque dans la tombe pour ceux qui souhaitent emporter la robe avec eux lorsqu'ils quittent la face de ce monde. Alors, parler de la carrière d'avocat, en définitive, c'est parler avant tout de nos vies, de nos changements. Une carrière, ça peut durer 50 ans, ça peut durer 5 ans, ça peut se faire de différentes formes en fonction de l'investissement qu'on veut y mettre, du temps qu'on veut y consacrer. C'est aussi parler d'économie de notre métier, c'est aussi parler d'entrepreneuriat, de collaboration libérale, d'association, des difficultés financières que l'on peut rencontrer. C'est aussi parler de liberté, plus ou moins réelle, de changer de structure, de métier, de développer une clientèle comme collaborateur, comme associé. Et c'est aussi parler de formation initiale et continue pour préparer et accompagner tous les changements que l'on peut connaître dans notre carrière. Alors l'idée d'aujourd'hui, eh bien, c'est d'échanger sur tout cela, sur les changements que l'on choisit dans notre carrière. Ce sera la première partie de notre webinaire. Et puis, sur les changements que l'on subit dans notre carrière. Ce sera la deuxième partie de notre webinaire avant d'aborder tous ensemble, un peu comme sous une forme de synthèse, eh bien, ce que les nouvelles carrières, telles qu'on les conçoit aujourd'hui dans notre profession, disent de l'attractivité et du rayonnement de la profession d'avocat. Voilà. Pour les carrières choisies, eh bien, c'est Alexis qui va lancer le thème. Oui, merci Delphine. Parler de carrière choisie, c'est avant tout souligner, et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, l'immense liberté que peut offrir la profession, la carrière de l'avocat. On peut l'exercer sous des formes diverses. On peut être collaborateur, on peut être salarié, on peut s'associer dans une petite structure, on peut rejoindre une plus grande structure. Moi, à titre personnel, mon expérience de ce métier, et elle est beaucoup moins longue et prestigieuse que celle de Paul Linière, je n'ai que 18 ans de barreau, mais sur ces 18 ans, j'ai déjà connu et j'ai déjà eu le choix, la liberté d'exercer ce métier de diverses manières. J'ai commencé à l'étranger, j'étais collaborateur, associate dans un bureau américain, et d'ailleurs c'est un statut de salarié. Puis je suis revenu en France, j'ai été collaborateur dans des grandes structures internationales. Et puis, j'ai décidé de m'installer et j'ai créé une structure avec un associé et 2 collaborateurs, une véritable aventure entrepreneuriale. Et enfin, j'ai rejoint un grand cabinet, le cabinet McDermott, avec le statut d'associé pour créer un département avec, dans un bureau qui compte 80 avocats, mais dans une firme qui en compte près de 1000. Donc, on voit des structures, des modes d'exercice extrêmement variés. Cette liberté, elle est très précieuse, mais parfois on a le sentiment qu'elle est plus dans les faits que dans les esprits. Et on a le sentiment que celles et ceux qui décident de changer, qui décident de prendre des chemins de traverse, qui décident de quitter un cabinet ou un mode d'exercice pour un autre, qui décident même de quitter la profession d'avocat pour en épouser une autre, ceux-là, parfois sont vus à tort comme en situation d'échec. Qui n'a pas entendu dire d'un associé qui quittait un cabinet que s'il le quittait, c'est parce qu'on lui avait demandé de partir. Qui n'a pas entendu dire d'un collaborateur qui choisissait de s'installer plutôt que de continuer dans son cabinet que c'est parce qu'il n'avait pas de perspective. Il faut également changer les mentalités pour que cette liberté qui existe déjà soit peut-être davantage acceptée, comprise et même encouragée. Et pour nous parler de ces carrières qui bougent, de cette liberté dans les carrières et de ces préjugés qui parfois mettent des freins à cette liberté, je voudrais laisser la parole à Paul Linière qui a une expérience extraordinaire de cette liberté dans la profession. Paul, est-ce que on ne vous entend pas? Vous avez un problème de son? Moi, je ne vous entends pas. Ah, allô? Non. Non, Paul, Peut-être qu'on va
propose, c'est que On va Thomas laisser la parole à Thomas Chabat. Oui, là, vous m'entendez? Ah, c'est bon. Mais je vous prie d'excuser. Bonjour tout le monde. Je vous prie d'excuser. Merci, merci Delphine et merci Alexis. Vous avez déjà tout dit. J'allais dire, la seule chose que je peux faire, c'est vous apporter un témoignage avec tout ce que le témoignage a de singularité, c'est-à-dire que c'est pas, ce n'est qu'un exemple, et c'est un exemple que l'on ose donner en public, afin que chacun puisse se situer par rapport à ça et le prendre simplement comme un exemple parmi d'autres et chacun se positionne ensuite par rapport à ça, comme Alexis, vous l'avez fait en citant votre cas personnel. Je vais citer le mien à ce titre. Alors, vous me demandez pourquoi et comment on change de métier, on choisit l'enseignement supérieur après avoir été avocat pendant 25 ans. D'abord, pourquoi parce que d'abord, moi, j'avais fait ce choix, le vrai fondement, c'était la liberté. La recherche d'une certaine liberté matérielle, que je voulais obtenir grâce à ce métier, et surtout, une liberté intellectuelle. Ce métier, Delphine le disait, le métier de publiciste dans un cabinet d'affaires permet de voir beaucoup de choses et de comprendre beaucoup de choses, le fonctionnement des entreprises, le fonctionnement des relations internationales, le rapport entre l'État et les entreprises. Donc, c'est vrai que ça donne une intelligence humaine au sens compréhension du monde particulière, et ça permet effectivement de conquérir cette forme de liberté intellectuelle qui, pour moi en tout cas, qui a été de mieux comprendre le monde, en particulier le monde économique dans lequel nous vivons, le monde international dans lequel nous vivons. Donc voilà, c'est ce choix de la liberté. J'avais fait quitter le métier, déjà une fois, j'avais fait une infidélité au métier d'avocat quand j'étais parti à la Banque mondiale, puisque j'étais économiste à la Banque mondiale à Washington, je n'étais pas juriste ni avocat. Bon, et le deuxième choix ensuite, après une fois que j'avais conquis cette liberté, cette part de liberté que je recherchais, je m'étais toujours dit qu'après l'âge de 50 ans, voilà, c'est un âge que l'on fixe de façon un peu arbitraire, je me donnais une liberté totale pour faire autre chose. Je m'étais fait cette promesse personnellement. Pour tout vous dire, il y a 20 ans, en l'an 2000, je m'étais fait cette promesse de me donner une liberté totale à l'âge de 50 ans. Et donc après, à 50 ans, j'avais le choix entre continuer, vous savez, un peu comme le vieux soldat de l'armée napoléonienne qui se disait que le vieux soldat ne meurt jamais, de tenir le plus longtemps possible, c'est une option. L'autre option, c'était de tenir pour les questions financières, c'est-à-dire toucher les rentes, les dividendes des investissements que j'avais fait dans le passé. Et c'est vrai que c'est à 50 ans, quand on a une carrière entre guillemets réussie dans le métier, que l'on commence vraiment à gagner sa vie. Donc, quelque part, il suffit d'attendre une durée et puis l'argent vient. Le troisième choix, c'était d'engager de comme vous le faites aujourd'hui dans les instances ordinales. Tous ces choix sont respectables. Moi, j'avais choisi l'autre, puisque j'avais quitté l'université un peu vite après ma thèse. J'avais aussi gardé des contacts toujours avec l'université. Je pensais que ça correspondait plus à mon profil, à mes talents, à mes charismes, comme on dit. Et donc, je me suis donné cette... voilà, le moyen d'avoir cette liberté. Après, la question, c'est le comment. Et ça, c'est une vraie question, puisque c'est très difficile de sortir du métier. Honnêtement, il est extrêmement... Paul, pardon, on a toujours le petit problème de son. Est-ce qu'on peut ralentir le rythme de parole pour que ce soit plus audible? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Donc, je disais que la question du pourquoi est une chose, et la question du comment est, à mon avis, une question encore plus importante, puisqu'on est enserré, on est enfermé dans des liens. Il faut se donner la possibilité de se dégager de ça contre les rumeurs, et puis le confort que l'on a aussi, un confort matériel qui est un peu relatif. Donc, je crois que la question du comment est une vraie question, mais il faut, pour moi, la réponse que j'ai apportée à cette question a été
de discerner, de réfléchir de façon très, très volontariste, de façon de renouveler le serment que je m'étais fait il y a 20 ans, je t'entends, de me dire, voilà, est-ce que tu es capable de briser les chaînes dans lesquelles tu t'es toi-même enfermé à l'âge de 50 ans. Donc, pas mal de répétitions, je me suis fait aider, j'ai beaucoup parlé à de nombreuses personnes aussi, qui permet aussi de donner cette liberté. Alors que l'on a tous, mais il faut oser la prendre. Voilà, Alexis, j'espère avoir répondu à vos questions. Est-ce qu'on peut rebondir avec Marie-Hélène, que l'on voit à l'écran, et je ne sais pas si on va l'entendre, et Thomas, qui effectivement est en son avec nous sur cette première partie. Marie-Hélène, je ne sais pas si tu as pu nous entendre, qui était consacrée effectivement aux carrières choisies. Parce qu'on a expliqué que les mouvements dans nos carrières pouvaient être choisis ou subis. Et là, on voulait dans un premier temps pouvoir évidemment parler des choix que l'on peut faire et de ces carrières non linéaires. Thomas, tu veux parler ou c'est moi? Vas-y, tu peux commencer, vas-y, je t'en prie. Carrière choisie, je vais vous donner des petites anecdotes. C'est que, en fait, moi, j'exerce dans une matière particulière, c'est la propriété intellectuelle. Et très souvent, je m'aperçois que ceux qui sont avocats en propriété intellectuelle, je ne sais pas s'ils ont choisi cette matière pour l'avocature ou pour la propriété intellectuelle et la beauté, l'art et la matière. Et en réalité, j'ai pas mal de mes amis qui étaient en Master 2 avec moi, qui finalement ont décidé avaient le CAPA et donc pouvaient être avocats, et finalement sont devenues créatrices de mode ou ont travaillé dans le marché de l'art et ont utilisé peut-être leur connaissance en droit, mais finalement ne sont pas devenus avocats. Donc finalement, la matière choisie, je pense que quelquefois, ou du moins pour ma matière, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des petits sauts de puce à l'intérieur d'une matière. Le fait d'être avocat, c'est une chose, mais c'est pas une fin en soi finalement dès lors que la matière dès lors que vous aimez la matière. Alors si vous voulez, on fait un peu de name dropping. Moi dans mon master 2, on a eu quand même Raphaël, le chanteur, qui négocie du coup tout seul ses contrats. On a la marque Lucas Dutertre, qui sont créatrices de mode pour enfants, grands et décoratrices. De la même façon, elles négocient toutes seules leurs contrats et leurs partenariats avec Monoprix parce qu'en fait, elles sont avocates. Bâche, pour les filles qui mettent des jolis vêtements, elles sont avocates. Donc, c'est assez intéressant de voir que et tous ces gens-là sont très heureux et ne souhaitent pas forcément revenir là tout de suite au barreau de Paris. Si ça se trouve, ils y reviendront, on ne sait pas. Mais voilà des parcours assez intéressants. Et de la même façon, je vois alors, dans mon domaine, j'ai comme interlocuteur beaucoup de juristes en propriété intellectuelle qui étaient avocats auparavant. Et beaucoup me confirment que c'est choisi et pas forcément subi, mais ça, après, c'est la suite. Donc, on en parlera après. Pour compléter rapidement et tenir le déroulé et le timing. Parce que Marie-Hélène a suscité beaucoup d'intérêt sur son master. D'accord. Où il y a manifestement du beau monde, et donc on nous demande quel est l'intitulé précis et l'école a réalisé Marie-Hélène, puisque manifestement on y fait de belles rencontres. Pardon Thomas, je laisse Marie-Hélène nous le dire et je te redonne la parole. Marie-Hélène, très beaucoup de pubs. Si vous voulez faire le master où vous croisez Raphaël et des créateurs de mode, c'est le master de propriété et artistique de Paris 2 Assas, qui était auparavant dirigé par Pierre-Yves Gauthier, et maintenant c'est Jean-Christophe Gallou. Voilà, et donc bisous à Pierre-Yves Gauthier et à Jean-Christophe Gallou, parce que ce sont vraiment des professeurs excellents et qui arrivent en plus à fédérer, à faire un esprit de alumni anciens, et voilà. Donc juste en complément de ce qu'ont dit Paul et Marie-Hélène, en réalité, la profession d'avocat, on ne devrait faire qu'une seule partie là aujourd'hui, carrière choisie. C'est vraiment une profession qui permet justement normalement de s'épanouir, parce que d'abord on choisit quand même cette profession. Elle est certes dure, mais elle nous permet, parce qu'elle est libérale,
d'exercer comme on l'entend et de faire des parcours justement qui peuvent être d'abord un collaborateur pour se former parce que voilà, il faut d'abord se former. Ça peut être dans des grandes structures comme dans des plus petites structures. Ensuite, on peut s'associer euh, et faire un cabinet de niche comme Alexis, et puis ensuite repartir dans une plus grosse structure ou complètement laisser la robe et aller s'aérer faire autre chose en entreprise, en autorité administrative indépendante, à l'université. Ne plus du tout faire de droit et aller créer effectivement une entreprise. Voilà, on peut tout faire avec cette profession et malheureusement on n'a pas forcément toujours cette idée que l'on peut tout faire. Ça vient peut-être aussi de nos formations pour ceux qui n'ont fait que du droit et qui n'ont pas eu la chance de faire d'école de commerce comme Alexis par exemple. Mais on devrait, alors ça commence un peu dans les écoles d'avocats, avoir effectivement des cours de management, des parcours de carrière. Nous à l'UVIA, on a depuis un moment commencé à réfléchir justement sur la carrière. Et voilà, on a eu des rapports, notamment en 2012 et en 2013 au niveau de Paris, au niveau national, où on a réfléchi, on allait un peu se renseigner ce qui se faisait dans certains cabinets, où eh bien il y avait dans certains cabinets des parcours justement pour ceux qui avaient plus l'aspect commercial, l'appétence pour devenir partenaire, et puis ceux qui au contraire étaient voilà, n'avaient pas cette appétence mais étaient d'excellents techniciens et qu'il fallait garder, et avec des parcours à ce moment-là différenciés, mais qui au final ne frustraient ni celui qui devenait partenaire ni celui qui en tout cas ne le devenait pas, mais avait une place vraiment de choix et à qui on le montrait et à qui on faisait un vrai parcours de carrière aussi. Donc voilà, et puis donc des méthodes de management, voilà, il faut effectivement mettre ça en place. Nous on avait milité, et aujourd'hui c'est dans le contrat, dans le modèle de contrat, pour qu'il y ait des points annuels, alors ça se fait dans les cabinets structurés, des points annuels collaborateurs avec son associé. Maintenant c'est inséré dans les modèles types de contrats de collaboration, et c'est une bonne chose. Une très belle profession, et il faut que l'avocat soit partout. Il faut qu'on revienne effectivement à cette république des avocats qui nous est chère. Alors, Pardon. Je voulais juste ajouter deux points, parce que rebondir sur ce que viennent de dire à la fois Paul et Thomas sur la carrière d'avocat et la liberté qu'elle offre. La première, c'est Paul parlait de liberté intellectuelle. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et ce qui l'illustre, c'est la manière dont énormément d'avocats, à côté ou dans le cadre de leur exercice professionnel, s'engagent. Je pense qu'il y a peu de métiers dans lesquels on peut cumuler son exercice professionnel strict et des engagements plus ou moins liés à son exercice professionnel. Et je pense que Delphine, avec qui j'ai le bonheur de candidater à cette élection, en est un exemple assez exceptionnel. Et puis par ailleurs, Thomas, effectivement, tu as dit quelque chose de très juste. Je pense que pour que cette carrière soit libre, choisie et non pas subie, la formation est extrêmement importante, et la formation pour permettre à des jeunes avocats qui peuvent être des bons juristes, mais aussi d'être des entrepreneurs, de s'associer, de s'installer. Il faut un accompagnement pour que justement les changements de carrière soient davantage choisis que subis. Et je laisse la parole justement à Delphine pour introduire ce sujet important, ce pendant, ce revers de la médaille qui est le subi par rapport au choisi. Oui, je voulais effectivement rebondir sur tout ce qui a été dit, puisque lorsqu'on parle de carrière choisie, et ça va faire le lien avec les carrières subies, puisque je pense qu'on peut basculer de l'un dans l'autre en définitive assez facilement. Et Paul, tu l'as souligné aussi, c'est tout de même une réalité que eh bien, un certain nombre de décisions de quitter la profession de la part de nos confrères est
pour une grande partie d'entre eux, non pas un choix, mais en fait la conséquence, soit de difficultés dans l'exercice de la profession, soit de lassitude, d'insatisfaction, de difficultés économiques liées à un mauvais développement de l'activité. Et en fait, dans les deux cas, qu'est-ce qu'on voit pour moi en lien? C'est que quel accompagnement en fait on fait dans le développement de la carrière d'un avocat? Et ça rejoint toutes les étapes de la profession. C'est comment on rentre dans cette profession, à ce moment-là, comment on est accompagné. Une fois qu'on rentre dans la profession, comment on se projette? Comment on se projette? Est-ce qu'on a des accompagnements, des outils? Quels sont les liens qui se font entre les différentes générations d'avocats? Vous avez tous parlé qu'on peut rentrer dans un cabinet. On y fait évidemment des rencontres avec des gens qui exercent la profession depuis plus longtemps que nous. Quels liens existe-t-il aujourd'hui? Est-ce que dans les cabinets, on construit les parcours comme on peut le faire dans un certain nombre d'entreprises? Beaucoup d'entre nous disent que nos cabinets sont des entreprises, mais construisons-nous le management humain comme les entreprises peuvent le faire pour construire des parcours et faire, je rebondis sur ce qu'a dit Alexis, faire qu'un avocat puisse se projeter au sein d'une structure. Et lorsque un avocat peut se trouver en difficulté, quelle que soit cette difficulté, est-ce qu'il peut se tourner vers des institutions? Est-ce qu'il a des outils pour pouvoir se reconvertir au sein même de la profession? On parlait tout à l'heure avec Marie-Hélène du fait que les matières aussi, elles peuvent bouger. Moi, j'en suis le premier exemple. Je suis rentrée dans la profession par la porte du droit public et j'ai touché le domaine de la santé par cette porte. Et aujourd'hui, j'exerce dans le domaine de la santé, aussi bien en droit public, qui reste évidemment mon amour profond, qu'en droit privé, que j'ai découvert également par cette activité transversale qu'est le secteur de la santé. Mais donc, ces carrières subies, est-ce qu'elles ne révèlent pas une faiblesse de notre profession? Voilà, c'est un peu le sens, moi, de mon propos. Ces carrières choisies, j'allais dire, on a mis en avant les atouts, mais est-ce qu'il n'y a pas des faiblesses? Est-ce qu'il y a des réponses possibles à ces faiblesses pour éviter que encore trop nombreuses soient les carrières subies au sein de notre profession? Je vous laisse prendre la parole comme vous le souhaitez. On peut reprendre Paul et puis Marie-Hélène et Thomas. Merci Delphine. Enfin, sur la distinction entre carrière choisie et subie, objectivement, tout dépend de la façon, j'allais dire, de la façon dont on raconte l'histoire. La vérité, c'est que nous savons tous que dans ce métier, il y a des contraintes qui sont financières très importantes qui font que beaucoup d'entre nous quittent la profession, nous pouvons assurer la pérennité financière, et puis des contraintes qui sont plus d'ordre personnel, qui sont des contraintes de balance entre la vie personnelle et la vie professionnelle, des contraintes de stress aussi que certaines ont du mal à supporter, d'insécurité que certains ont du mal à assumer. Donc vous avez ces contraintes et puis certains choisissent volontairement de s'y confronter, de les surmonter, d'autres cherchent à les contourner et parfois ces contraintes reviennent avec force comme des retours de manivelle. Donc en fait, dans une carrière d'avocat, en fait, quand on regarde moi, ma carrière passée d'avocat, très franchement, j'ai eu plus d'échecs que de succès. Si je compte le nombre de défaites et le nombre de victoires, en vérité, j'ai eu plus de défaites que de victoires. Mais vous savez, quand on raconte l'histoire, on tient des victoires et pas des défaites. Donc voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que la distinction, elle est quand même très artificielle entre carrière subie et carrière choisie. Après, je pense qu'on doit assumer, la vraie question, c'est est-ce qu'on est capable d'assumer ses échecs, la perte d'un client, la perte d'un dossier, la perte d'un contentieux, que l'on sait que l'on aurait pu gagner si on avait été meilleur. Est-ce qu'on est capable d'assumer ces échecs et comment on se situe, comment on se positionne par rapport à ces échecs? Et c'est vraiment ce que tu dis, Delphine, le vrai sujet, c'est comment rebondir, comment se renouveler par rapport à des échecs. Je crois que c'est là la vraie question qu'on doit poser. Mais là, tu constates, et tu l'as dit
peut-être plus implicitement que moi dans tes propos, mais la notion d'échec, elle est consubstantielle à toute carrière, finalement, et à la carrière d'avocat en particulier, parce que nous avons beaucoup de challenges. La question, c'est comment réagir par rapport à ces échecs, comment nous adapter par rapport à ces échecs. Merci beaucoup, Paul. Je voudrais juste dire que le plus grand regret que j'ai sur le problème son qu'on a, c'est qu'on n'entend pas le merveilleux accent de Paul de Montpellier, voilà, qui fait toujours du bien à entendre. Donc, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler Paul, on vous l'a mis sur le chat aussi. Il y a un très beau podcast réalisé par Fleur d'Avocat de Paul Linière, où vous pourrez entendre cette voix merveilleuse que celle de Paul Linière et de cet accent de Montpellier. Hormis ça, je reviens tout de suite vers Marie-Hélène et Thomas, mais moi, je rejoins entièrement cette position sur le fait de devoir assumer ses échecs et de continuer à avancer. Néanmoins, je pense aussi à des situations, et je ne sais pas du tout si c'est le sujet que vous voudrez aborder Marie-Hélène et Thomas, mais moi, je voudrais juste faire part de quelque chose qui me touche beaucoup dans cette profession, de jeunes entrants qui ont fait l'école avec un enthousiasme débordant, qui rentrent dans la profession passionnés, qui vivent des expériences très difficiles les 2 premières années, des expériences difficiles de management ou d'absence de management, je vais être très claire, ou de la malveillance managériale, pour dire les mots. Et je vois des jeunes qui quittent la profession immédiatement de par la souffrance qu'ils ont pu connaître en cabinet. Je ne dis pas que cette malveillance managériale n'existe pas en dehors de nos cabinets d'avocats dans d'autres secteurs d'activité. Néanmoins, c'est une réalité aussi dans nos cabinets. Ça, je trouve que c'est un échec de notre profession. De voir ces entrants pleins d'enthousiasme qui ont pu, pour certains, rêver d'entrer dans la profession d'avocat et qui rentrent avec une première image dramatique en fait, hein. C'est-à-dire qu'eux-mêmes se voient défendre des dossiers qui sont des réalités au sein même de leur cabinet en termes de maltraitance managériale. Et ça, je trouve que, alors beaucoup d'efforts ont été faits par nos ordres sur les sanctions de ces comportements au sein de nos entreprises que sont les cabinets d'avocats. Mais ça, moi, c'est quelque chose qui continue à m'affecter énormément dans notre profession, non pas ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le fait de faire des allers-retours, de pouvoir construire ses carrières de manière non linéaire, mais de voir un jeune entrant au bout de 2 ans quitter la profession, non pas parce que voilà, il a fait ce choix de pouvoir aller ailleurs, mais parce qu'il a souffert ces 2 premières années au sein de la profession. Ça, je trouve que c'est un échec que, oui, l'on se doit de reconnaître et d'assumer au sein de notre profession et qu'on se doit de corriger. C'est pour ça que je me permets de vous lancer la parole, Marie-Hélène et Thomas. Vous pouvez intervenir sur tout autre sujet, mais ça, moi, je trouve qu'on continue à le vivre aujourd'hui et c'est parfaitement insupportable. Bah, tu as tout à fait raison, Delphine. Il y a une autre phase aussi qu'on observe et qui est le grand classique, c'est l'arrivée des enfants et les femmes. C'est-à-dire que, faut être honnête, tu es collaboratrice, tout d'un coup, tu as ton premier enfant ou ton deuxième enfant, et dans le couple se pose la question qui reste au cabinet. Alors, non pas que le job de juriste soit moins chronophage et moins stressant, mais il y a quand même l'idée que beaucoup de jeunes femmes quittent la profession dès lors qu'elles ont leur premier enfant, qu'il faut se poser la question de la précarité de la situation d'être collaboratrice ou associée, avec le stress, qui va rentrer à 19h, qui veut voir les enfants. Et du coup, c'est la lutte. À mon sens, c'est à ce niveau-là où il faut intervenir, à savoir les discriminations et faire en sorte que dans les cabinets, on se dise qu'avoir un enfant n'est pas synonyme d'être un mauvais avocat et que ce passage à la parentalité ne doit pas être source de discrimination, qu'on prenne son congé mat, son congé parental. Et ça, c'est important de le rappeler parce que encore maintenant, la plupart des gens qui quittent la profession, ce sont des femmes pour devenir juristes, pour s'occuper des enfants. C'est gênant. Je complète effectivement le propos. Quelques observations. La première sur la dernière observation de Marie-Hélène, sur la question de la maternité et même au-delà de la parentalité, puisque c'est aussi effectivement les pères doivent aussi prendre leurs responsabilités.
sur cette question-là, en réalité, on devrait même pas ça devrait même pas être un frein, parce que on parlait de liberté qu'offre cette profession dans la précédente partie, et justement, on a une liberté d'organisation, et on devrait avoir une liberté d'organisation que permet justement une profession libérale, et ça ne devrait même pas être un sujet. Malheureusement, c'en est un. Et heureusement, il y a voilà, des actions, des positions, des prises de position, notamment de la part de l'UJA, et puis après c'est transformé au niveau de l'ordre et au niveau du Conseil national des barreaux, mais il y a encore effectivement encore du chemin à faire et du travail à faire. Autre observation sur les mauvais traitements finalement, parce qu'on appelons un chat, un mauvais management, qu'il soit innocent parce que on n'a pas les codes, on n'a pas été formé, ou qu'il soit volontaire parce que voilà, ça relève à un moment donné aussi, ça peut être volontaire comme technique. Ce mauvais management, il faut effectivement y remédier. On n'est pas manager, on l'a dit, hein, c'est pas dans nos gènes, dans nos ADN, et il faut avoir l'humilité de se faire accompagner, d'être formé. Je vais donner l'exemple qui est celui de ma femme, qui est avocate, qui a été dans des très grandes structures internationales et françaises, et qui, quand elle s'est associée, installée, a tout de suite dit, mais voilà, moi je suis une bonne technicienne, mais manager, je sais pas faire. Et donc elle s'est fait accompagner, elle se fait encore accompagner aujourd'hui, parce que coacher une assistante ou un assistant, c'est pas la même chose que coacher un collaborateur et une collaboratrice, c'est pas la même chose que d'apprendre aussi à manager les relations entre associés. Et donc, dès lors qu'il y a un nouveau recrutement, qu'il y a une difficulté dans le management, eh ben, elle se retourne vers son coach pour voir effectivement comment appréhender ces situations. Et donc ça rejoint aussi à un moment donc la formation continue, hein, parce que c'est pas parce qu'on l'aurait appris, même si c'est pas le cas à l'école, que il n'y a pas besoin d'être constamment effectivement remettre l'ouvrage sur le métier. Et puis ça vient aussi en formation initiale, c'est important. On est des entrepreneurs nécessairement, et donc ça s'apprend aussi en formation initiale. Et enfin, dernière observation pour rejoindre Delphine, il faut effectivement alors la parole se libère. Nous avons des commissions à l'ordre, que ce soit l'ADEC par exemple, ou que ce soit la Comadis pour les aspects. Alors l'ADEC pour les aspects de difficulté de collaboration libérale, la Comadis pour les questions de discrimination et de harcèlement. La parole s'est libérée. Il y a des associations qui vous accompagnent, notamment l'UJA avec SOS Collaborateurs. Et voilà, c'est bénévolement et gratuitement devant les instances ordinales. Et c'est dommage de perdre effectivement des confrères de qualité, mais qui se font bousiller, si vous me permettez cette expression, voilà, par un mauvais management, volontaire ou involontaire. Et quand c'est volontaire, eh bien effectivement, les sanctions doivent être évidemment prises. Merci, merci Thomas pour ces observations, et je vous rejoins totalement dans cette nécessité effectivement de sanctionner les managements qu'on pourrait qualifier de dysfonctionnels. Et c'est vrai que j'ai le sentiment que moi, par exemple, j'ai eu un parcours assez privilégié, j'ai eu beaucoup de chance, parce que dans les structures assez importantes, les gens qui ont des comportements toxiques, ils sont souvent repérés et identifiés plus facilement par leurs associés et par leurs pairs. À l'inverse, dans les structures plus petites, et notamment dans les exercices individuels, on peut avoir des situations où un jeune collaborateur se retrouve seul ou quasiment seul face à un patron qui peut mal se comporter. Et il a besoin alors d'avoir des instances représentatives et des syndicats vers lesquels se tourner pour faire part des qu'il ressent. Je voudrais par ailleurs rebondir sur un message qu'on a reçu d'Ila Louise Maréchaux, Fleur d'Avocat, qui dit une chose qui est très juste et qui renvoie aussi à ce que tu dis, Thomas, sur on n'est pas tous faits pareil.
être avocat, être juriste, ce n'est pas un modèle unique. Et je reviens notamment à ces questions d'esprit entrepreneurial que tout le monde n'a pas nécessairement. Et il faut se poser la question, effectivement, notamment dans les grands cabinets, parce que c'est plus facile de faire de la place pour tout le monde, il y a des profils de gens qui ne sont pas commerciaux. Ça ne leur plaît pas. Ils peuvent être de remarquables plaideurs, ils peuvent être de remarquables juristes capables d'offrir des solutions juridiques à leurs clients, mais pour autant, ils n'ont pas ce sens d'aller chercher le client. Et il faut se poser la question de la place que les cabinets peuvent leur offrir, parce qu'ils ont une véritable plus-value. Et cela, soit ils trouvent une place dans certains cabinets qui aménagent des statuts et qui offrent des perspectives à des gens qui n'ont pas cet esprit commercial, mais ils peuvent aussi le trouver en entreprise, et c'est ce que disait Lila Louise Maréchaux, il y a des gens qui partent en entreprise, c'est vrai parfois parce qu'ils souffrent en tant qu'avocats, mais aussi parce que l'entreprise, finalement, ne les contraint pas, par exemple dans une fonction juridique, à exercer des talents commerciaux. Et ils en sont ravis. Parce que le commercial n'est pas la même chose que le management. On peut être un bon manager, c'est-à-dire bien diriger une équipe, mais pour autant ne pas vouloir chercher des clients. Et par ailleurs, on peut être un très bon commercial, avoir ce vrai sens d'aller chercher le client, chercher le dossier, et pas être un très bon manager. Il y a donc différentes qualités, différents profils, et l'avenir de notre profession, l'intérêt de notre profession, l'attractivité de notre profession, elle est de pouvoir tous les réunir, parce que ce qui me désole souvent, c'est effectivement de voir des talents s'en aller. Je constate, malgré tout, que notre profession, elle reste attractive tout simplement quand je vois effectivement tous ceux qui partent et quand je vois toutes les autres professions qui cherchent des avocats. C'est qu'on n'est pas si mal, c'est que les premières années d'exercice de l'avocature sont probablement un très bon passeport pour d'autres professions, d'autres vocations professionnelles, d'autres entités, d'autres entreprises. Et je pense qu'il faut aussi garder ça à l'esprit dans des carrières qui sont de moins en moins linéaires. Moi, j'ai le sentiment qu'avoir été avocat quelques années, eh bien, c'est un peu comme une classe prépa. C'est un gage, un diplôme, un certificat qu'on sait travailler, qu'on est souple et qu'on sait à peu près faire fonctionner son cerveau. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai quand je vois les jeunes avocats, ceux qui restent comme ceux qui partent. Alors, c'est un peu le sujet de notre troisième thématique, le rayonnement et l'attractivité de notre profession. Après avoir basculé sur ce découpage très artificiel, je te rejoins, Paul, de carrière choisie, carrière subie, puisqu'en définitive, tout dépend aussi des décisions qui sont prises par chacun d'entre nous entre ses choix ou ses non-choix. Donc, ce dernier temps d'échange, c'était effectivement de se dire, et c'est un discours que l'on porte et je pense que l'on partage tous ensemble, Paul, Thomas et Marie-Hélène, avec Alexis, de l'attractivité et du rayonnement de notre profession. On doit, en tout cas, c'est moi ce que je pense profondément, quelle chance d'avoir des avocats inscrits auprès du barreau de Paris ou d'autres barreaux, quelle chance d'avoir des avocats qui sont allés exercer en entreprise et qui continuent à avoir ce lien avec notre barreau de manière différente, soit en tant que client, soit en tant que partenaire. Quelle chance, Paul, de voir des avocats prendre des fonctions aussi prestigieuses à l'Institut catholique de Paris. Quelle chance de voir des avocats s'introduire dans les mondes politiques, associatifs. Quelle chance de voir l'avocat se diffuser partout dans la société, qu'il soit inscrit à son barreau, qu'il soit avocat honoraire ou qu'il soit omis pendant un temps de son barreau et qu'il y reviendra dans un exercice professionnel d'avocat en tant que tel. Oui, ça démontre en fait l'attractivité, le rayonnement, la force de ce que représente être avocat. Donc à la question être avocat et le rester, être avocat, que l'on reste attaché à son barreau, que l'on poursuive ensuite d'autres fonctions, effectivement, peu importe, on ne doit pas regarder, et il y a eu beaucoup d'échanges sur les questions et sur le chat, mais arrêtons
de considérer, comme l'a dit Alexis en introduction, que lorsqu'une personne part pour d'autres horizons, c'est un échec ou c'est un renoncement à quelque chose. Il n'y a de renoncement à rien. On peut commencer comme avocat, finir comme avocat, le faire au milieu de sa carrière, faire des allers-retours, et c'est une énorme chance pour notre profession. Voilà, c'était peut-être de refaire un tour de table sur notre webinaire sur ce sujet, sur ce que représente l'intérêt de ces carrières non linéaires pour notre profession en définitive. Paul, Marie-Hélène, Thomas, comme vous le souhaitez. Je dis un mot, merci. Simplement, oui, je crois que le vrai choix, et je crois que Marie-Hélène le disait à l'introduction, dans son propos introductif, elle disait, j'ai fait le droit de la propriété intellectuelle parce que j'aimais la mode, l'art, et donc ça m'a amené le droit. Il y en était plusieurs à choisir le droit parce qu'on est fondamentalement, je veux dire, plus la propriété intellectuelle de l'art que le droit lui-même. Je crois que la vérité, c'est que, enfin, la vérité que je me suis appliquée à moi, en tout cas, c'est que il faut faire ce qu'on aime fondamentalement. Il ne faut pas hésiter à se dire si je suis capable de renoncer à la robe, je suis capable de renoncer à une rémunération élevée dans un cabinet international, à un poste prestigieux, il faut avoir la capacité de renoncer à ces oripeaux, je dirais. Et ça, je crois que c'est dans notre profession, c'est, enfin, pour ma génération, ça a été difficile, puisque j'ai toujours entendu dire par les anciens, c'est la plus belle profession du monde, je ne la quitterai jamais, et je vais mourir comme un hiver sur scène en dedans. Mais voilà, mes grands anciens à moi m'ont toujours dit ça, et c'est vrai que j'ai mis longtemps à dire, ben non, c'est pas une leçon de vie, ce n'est qu'un exemple respectable, mais je peux faire un autre exemple tout aussi respectable. Voilà. J'ai du mal à me débarrasser de ces oripeaux. Mais en réalité, on est avocat, on le restera, quelle que soit la carrière, parce que déjà ça marque. Je vais vous dire, je sais pas ce que je serai dans 20 ans, mais ma mère dira toujours ma fille avocate. Et en réalité, le plus bel exemple, c'est que ce métier vraiment fait rêver. Avec Christiane Ferral-Schul, il y a eu une initiative, c'est de créer la journée du droit dans les collèges. Et la journée du droit consiste à faire intervenir des avocats dans les collèges pour parler de droit. Et déjà, c'est bien de voir que l'avocat a une place dans la cité et droit égale avocat, parce que dans cette journée du droit, on fait intervenir uniquement des avocats et pas des notaires, pas des juges, pas des policiers, pas des procureurs. Donc, ça, c'est important. Et quand on intervient dans les collèges, on s'aperçoit que les collégiens, quand on dit le mot avocat, ils ont des yeux qui brillent parce que pour eux, c'est tout un monde et c'est effectivement le défenseur des libertés, mais également le garant de certains droits. Et donc finalement, c'est le plus beau métier du monde qu'on l'exerce au barreau de Paris, dans un autre barreau, mais on l'est toujours quand on est juriste d'entreprise ou quand on part faire d'autres aventures. Donc finalement, ce métier fait rêver et en tant qu'avocat, si on prend des responsabilités dans les institutions ordinales ou représentatives de la profession, c'est à nous de contribuer encore une fois à le faire rayonner et faire rayonner le barreau de Paris et faire rayonner la stature d'avocat dans la cité parce que c'est vraiment important que l'avocat s'exprime et existe parce qu'il a vraiment sa place à prendre, que ce soit sur tous les sujets en fait. Alors pour rebondir, deux observations. La première, je rejoins les interlocuteurs précédents, c'était que avocat, en réalité, une fois qu'on l'a exercé un certain nombre d'années, moi, quand je vais prêter serment, on me disait à l'époque qu'il fallait 6, 7, peut-être 10 grand max pour être vraiment un vrai avocat, c'est-à-dire avoir la technicité, l'aisance à l'oral et être un avocat à 100%. Mais une fois qu'on a acquis
les fondamentaux de l'avocature et que l'on part faire une autre expérience. On est avocat, on restera avec ses réflexes d'avocat qui sont de vrais atouts et on est avocat tout le temps. Je donne cet exemple. Moi, j'ai une activité de représentation d'intérêt et je trouve qu'à plusieurs reprises, j'ai rencontré avec mes clients un conseiller du Premier ministre, Édouard Philippe, et celui-ci avait été à un moment donné de sa vie avocat. Il est redevenu d'ailleurs aujourd'hui avocat. Et dans son magnifique bureau, très grand, comme ça peut l'être dans ces ministères, sur le porte-manteau, il y avait sa robe d'avocat et puis pas très loin sa photo de prestation de serment. Voilà. Donc pour montrer son attachement à son barreau et à son métier et à ce qui est plus qu'un métier, c'est un état en fait. Une fois qu'on a presté serment, on est avocat et on est avocat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et même quand on l'est plus, on l'est quand même effectivement viscéralement attaché. Et second point, c'est effectivement sur le rayonnement, l'attractivité, ça passe aussi par nos institutions. Marie-Hélène effectivement l'a dit avec les initiatives à laquelle elle a participé. Moi-même, en tant que président de la commission droit et entreprise au Conseil national des barreaux, j'ai fait militer et j'ai fait des actions pour développer le réflexe avocat dans l'écosystème entrepreneurial. Et voilà, et donc pour que l'avocat soit partout et qu'on pense tout le temps à l'avocat et pas d'abord à l'expert comptable. Donc voilà, donc ça vient aussi de nos institutions et à elles effectivement d'œuvrer en ce sens. Et puis ensuite, pour rejoindre ce que disait Alexis, c'est que comme c'est une profession qui permet un engagement à côté grâce à cette quand même liberté d'organisation, même si c'est évidemment nos dossiers, nos clients avant tout, on voit, c'est aussi par ces engagements que le rayonnement vient. Aujourd'hui, nous avons un avocat qui a quitté le Conseil de l'Ordre pour aller au cabinet du ministre des TPE-PME. Il y a quelques années, c'était une avocate qui était au secrétariat d'État au numérique. François Sureau est devenu membre de l'Académie française. Paul Linière est vice-recteur de la Cato de Paris. Donc, vous voyez effectivement que voilà, il y a aussi effectivement ce rayonnement à la fois par l'ordre et à la fois effectivement par nos initiatives individuelles. Et c'est ainsi qu'on aura à la fois le retour de la République des avocats à la française comme on l'aime, et puis éventuellement cette inspiration anglo-saxonne de l'avocat partout effectivement, et ce qui est bien pour le rayonnement de la profession. Je voudrais, ce que tu dis, Thomas, me fait penser à quelque chose qui résonne beaucoup avec l'actualité de ces derniers jours. L'avocat qui diffuse dans la société et l'avocat dans la cité comme vecteur de modération, de droit, de liberté. Vous savez que dans de la démocratie en Amérique, Tocqueville dit que la démocratie américaine est susceptible de dérive. Il identifiait déjà, il y a fort longtemps, ce que l'on voit aujourd'hui, à savoir la tendance populiste que peut avoir la démocratie. Et il donnait deux facteurs susceptibles de modérer, de faire contrepoids au risque de dérive populiste, d'extrémisme. C'était le rôle des associations, du maillon associatif, et le rôle de ce qu'il appelait les légistes, les juristes. Dans une société, il est important d'avoir partout des avocats, des juristes, des hommes de droit et de loi pour faire un contrepoids à tous les excès, à tous les extrémismes. Je pense qu'il y a profondément dans notre ADN d'avocat quelque chose de profondément, justement, libéral, démocratique, non populiste, humaniste. Et plus nous serons attractifs, plus nous serons nombreux et plus nous essaimerons dans la société, comme nous l'avons fait notamment sous la Troisième République, mais après également, meilleur, me semble-t-il, cela sera pour la société. Voilà pour ce plaidoyer pro domo pour notre profession et ce propos un petit peu militant. Peut-être juste un petit mot, si vous me permettez, en complément. Je suis
convaincu que la place de l'avocat va aller en grandissant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on le voit avec la montée en puissance de ce qu'on appelle la compliance, la conformité. Il y a un besoin d'éthique, un besoin de déontologie partout. Et qui mieux que l'avocat pour justement œuvrer dans ces domaines de déontologie et d'éthique. Alors, on a épuisé tout notre temps de webinaire, donc je vous propose qu'on termine sur ces jolies conclusions d'Alexis et de Thomas sur la déontologie, et qui nous renvoie aussi à une chose, notre profession, et ça a été dit par chacun d'entre vous, elle rayonne par chacun de ses avocats, elle rayonne aussi par la force de ces instances et la parole forte qu'elles peuvent porter auprès de l'ensemble de nos interlocuteurs. Alors, les 24 et 26 novembre prochains, votez. Voilà, vous avez eu plusieurs candidats aujourd'hui qui vous ont parlé, mais votez. Et puis, Alexis et moi-même, on vous donne aussi rendez-vous pour notre dernier webinaire, le 16 novembre prochain, qui parlera justement de la démocratie ordinale et de l'importance de la place des instances dans le débat public. Et nous pourrons en discuter avec l'ancien vice-bâtonnier Jean-Yves Leborgne. On vous remercie infiniment. Un immense merci Paul Linière, Marie-Hélène, ainsi que Thomas d'avoir bien voulu participer à ce débat avec Alexis et moi. Merci pour vos paroles. Je pense qu'on partage cette même position autour de ces carrières et de la place de l'avocat dans la société. Merci à vous tous. On a essayé de répondre au maximum aux questions que vous avez posées et qui ont été plus nombreuses que d'habitude sur ce webinaire. On sent que c'est un sujet très sensible pour tous. Et on espère surtout pouvoir se retrouver très prochainement tous, non pas avec un écran entre nous, mais autour d'une table pour continuer à partager sur ces sujets. Merci infiniment de votre accueil. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Beaucoup, très belle fin de semaine. Merci.